Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui j'effectue des missions en Legal Operations et je transforme votre service juridique en véritable partenaire stratégique. Dans chaque épisode, vous allez découvrir pendant une demi-heure mes invités qui vous livrent leur parcours, leurs expériences professionnelles et leurs précieux conseils. Alors soyez prêts à recevoir une bonne dose d'inspiration et bonne écoute à tous. Bonjour Benjamin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci à toi pour cet accueil. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement? Bien sûr, donc je m'appelle Benjamin, je suis formateur IA générative ChatGPT. J'ai plus d'un millier de personnes formées aujourd'hui, mais de plus en plus de ces personnes, même quasiment aujourd'hui, sont des avocats et juristes, parce que je suis un ancien juriste, j'ai été juriste plus de 7 ans. J'ai un master de droit du numérique, données personnelles. Donc, le rapprochement entre mon activité actuelle, ma formation et mes expériences pro s'est fait naturellement. Je suis formateur depuis 6 ans, en fait, dans les technologies numériques et j'ai toujours eu ce lien avec, les avocats et juristes et j'ai fait un focus IA générative depuis, un peu plus de 2 ans, maintenant. Et alors, pourquoi l'IA générative est-elle un sujet justement incontournable dans le domaine juridique et comment toi tu vois son acceptation parmi les juristes en fait, qu'ils soient avocats ou en entreprise? Alors, super question, très intéressante. Je vois plusieurs choses. La première, c'est le sujet de l'acceptation, qui était le plus important. En fait, moi, quand j'ai commencé à vouloir cibler, uniquement, les avocats et juristes et les professionnels du droit au sens large pour offrir, mes services, j'ai vu de fortes réticences. On était, août-septembre 2023, surtout septembre, et il n'y a pas eu un réceptif, très bon, on va dire. J'ai vu soit de la peur, soit, dire: de toute façon ça marche pas, pour moi ça m'aide pas» et cetera. Donc au départ, il y a vraiment eu une réticence très, très forte, donc ça passait pas. Ensuite, c'est en 2024 qu'il y a eu un tournant. Ça a commencé disons, en février-mars 2024 où il y a eu un intérêt petit à petit et quelques cabinets avant-gardistes ont fait appel à moi pour faire des formations et c'est vraiment à partir de juin que l'intérêt a grandi. Pourquoi? Parce que un, c'est la raison la plus logique en général, des avocats se disent alors c'est plus les avocats que les juristes pour le coup. Les avocats se disent, «Mais si mon concurrent il l'utilise, il faut quand même que je m'y mette». C'était vraiment important et surtout, on a vite remarqué que l'IA générative dans ces métiers-là était très utile pour des cas d'usage assez spécifiques, mais importants, parce qu'il y a beaucoup, notamment chez les avocats, de tâches très chronophages, répétitives, qui prennent du temps et souvent ces personnes travaillent dans l'urgence. Tout est urgent et il fallait essayer, de répondre à ce que ces tâches répétitives ne prennent pas trop de temps, en tout cas pas le temps qu'elles méritent. Et aussi l'IA générative dans sa façon de l'utiliser, comme le prompting, même s'il évolue très, très, très vite, s prompter pour des juristes au sens large, c'est quelque chose au final d'assez simple parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on a fait en fac de droit. C'est un raisonnement logique en entonnoir. On essaie d'aller dans un détail assez précis. Donc moi, en formation, j'ai remarqué que des personnes à 9 heures qui débutaient complètement, dès 14 heures, elles voulaient déjà construire un assistant. Donc ça va très, très vite, en fait. Et aussi, des dernières choses, c'est qu'il y a pas mal de tâches, on va dire que les avocats et juristes, la grande majorité des tâches, c'est des tâches de rédaction et des tâches, de recherche. Et pour ça, l'IA générative, c'est quelque chose qu'elle fait très, très, très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des études. Alors il y en a plus trop des récentes, mais de 2023 à 2024 où, après le service client et la traduction, c'est Goldman Sachs, il me semble, c'est les tâches juridiques qui seraient les plus «automatisables» entre guillemets.
Donc c'est pour ça que, l'IA générative, c'était 44 de mémoire de tâches, c'est pour ça que les métiers juridiques au sens large, ont vraiment intérêt à utiliser, les outils, comme l'IA générative. Et quels sont les cas d'usage intéressants d'IA générative pour les juristes? Est-ce que tu peux donner, 2 ou 3 exemples, très concrets, en dehors de ce qu'on connaît tous très bien? Tu en as un peu dit, quelques mots, de la synthèse, la rédaction de documents. Est-ce que toi, tu as d'autres cas d'usage intéressants à Mmh. partager? Alors en effet, synthèse, de documents de dispositions par exemple ou règlement européen, c'est le cas d'usage le plus simple et ça le fait très, très bien, de mieux en mieux. Sinon, alors ça dépend vraiment de l'activité, des personnes en question, mais typiquement toute activité de rédaction, heu, des contrats, des conventions, politiques de confidentialité, CGV, CGU, plaidoirie, convention honoraire. Toute la rédaction, en fait, peut être, on peut utiliser l'IA générative pour ça. Soit en faisant des prompts assez longs et qui peuvent être ennuyeux, même si c'est des prompts qui se répètent, soit, c'est encore mieux, en créant un assistant. Alors le mot assistant, on a plusieurs mots pour le définir. On a un assistant, on a un agent, on a un copilot si on utilise Microsoft, Copilot. On a un GPT si on utilise ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va construire une petite version spécifique de ChatGPT ou d'une autre IA, pour un cas d'usage très précis. Donc là, le but de ce podcast, c'est pas de donner comment on fait, ça prendrait un peu trop de temps. Mais par exemple, on va créer un assistant qui sera spécialisé dans la revue de contrats commerciaux et si on est juriste en entreprise, le but, c'est qu'on revoie les clauses du contrat pour que l'IA nous donne un avis sur certaines clauses pour qu'elles soient retournées en faveur de notre entreprise. Voilà, et on va créer un assistant juste pour ça. C'est un cas d'usage. Ensuite, les cas d'usage juridiques intéressants, bah, ça va être des choses que font les avocats et juristes sans forcément être liés au droit. Donc, ça veut dire un assistant qui va rédiger des brouillons pour nos emails. Ça va être aussi des personnes qui souhaitent publier sur les réseaux, par exemple, qui vont avoir un assistant ou un prompt pour, rédiger des posts LinkedIn. Ça va être, j'ai pas trop d'idées qui me vient, mais en gros, c'est tout ce que j'ai fait moi avec mes clients aujourd'hui. Donc si on sépare, ça va être les tâches juridiques, classiques, du très simple, donc analyse de dispositions, aux cas les plus complexes, c'est-à-dire la création de certains assistants pour des tâches très spécifiques comme revue des contrats, rédaction de CGV, et cetera. Et les tâches non juridiques, donc assistant pour les emails, mais aussi les tâches RH. Typiquement, si on est associé d'un cabinet, qu'on est la seule personne à associer et qu'on souhaite recruter, bah, ça peut aussi, aider à faire ça. Comment l'IA, générative peut aider justement à personnaliser les directions juridiques, j'allais dire, les services juridiques? Comment est-ce que tu peux personnaliser un peu ton service? Alors, très bonne question là aussi. Il y a plusieurs choses à faire. C'est tout ce que je fais en formation au passage. La première, c'est faut faire un audit. C'est-à-dire que tout le problème de l'IA aujourd'hui et des, entre guillemets, «révolutions numériques» quand elles arrivent, c'est qu'on veut ne pas se faire larguer par le voisin. C'est bien, mais il ne faut pas y aller trop vite. Donc la première chose, c'est de sonder ce qui se passe en interne, de voir quelles sont les tâches, hem, qui nous prennent du temps, qui prennent du temps à notre équipe et de voir si ces tâches peuvent être, entre guillemets «automatisées». J'aime pas trop ce terme, parce qu'il y a toujours une intervention humaine au début, au milieu et à la fin. Mais en tout cas, pour lesquels l'IA pourrait nous aider. Donc d'abord, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut former les personnes à bien utiliser l'IA générative et notamment en donnant l'exemple avec ces cas d'usage sélectionnés. Et qu'ensuite, on va vraiment sélectionner quelques cas d'usage au début pour vraiment que l'entreprise puisse ou le cabinet puisse en tirer un bénéfice. Et là, pour personnaliser au maximum, il va falloir créer des assistants avec les données internes de l'entreprise
anonymisé ou non, ça je pense qu'on en parlera un petit peu plus loin, pour qu'en fait l'outil en question connaisse le contexte de notre entreprise, les contraintes de notre entreprise ou cabinet, et pour qu'elle puisse faire des réponses vraiment appropriées. Parce que le but n'est pas de revenir sur le fonctionnement d'une IA, mais l'IA générative, jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle prédictif en fait. Donc, tout ce qu'on va mettre dans les prompts, donc qui est la requête envoyée à une IA générative pour qu'elle génère un contenu, si des personnes découvrent le sujet, euh, c'est de prédire la suite de mots la plus logique et cohérente. Donc, moins elle a d'éléments sur vous, sur nous, plus la réponse sera généraliste et la plupart du temps Ouais, et pas tombera. tellement adapté finalement. Et non, Enfin, et non, et moins non. adapté. Oui. Voilà. Et donc, c'est vraiment important de contextualiser au maximum. Et c'est pour ça que ces assistants sont, avec nos documents en interne, sont vraiment très importants. Et donc, c'est comme ça qu'on personnalise vraiment l'usage de l'IA en entreprise. Trouver les cas d'usage les plus intéressants. Et parfois, c'est 2 ou 3, hein, voire un seul qui peut changer la vie des personnes en question en personnalisant au maximum avec le contexte et les contraintes de l'entreprise en question. Alors, on va parler d'un un sujet très lié, mais pour toi, quels sont les défis, alors cette fois éthiques, quand on intègre justement l'IA dans son travail? Alors que ce soit de manière, tout à fait privée ou et surtout en entreprise et en cabinet? Alors, vaste question qui n'a pas une réponse parfaite. Non, mais c'est super intéressant parce que moi, j'ai pas mal parlé de ce sujet au début, pas au début, disons, autour de ouais, disons le second semestre 2023, puis un peu 2024, et j'ai vite vu qu'on pouvait tourner en rond et que surtout, il y a pas une réponse parfaite. En fait, pour ce qui est de l'éthique, il y a le sujet confidentialité, mais qui pour moi est séparé. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faudra aborder ensemble là, juste après, parce que pour moi, c'est pas vraiment lié, parce que Ouais. c'est l'éthique de notre entreprise, en fait. Donc c'est pas l'éthique des personnes en question. Ça peut être les clients entreprises cabinet, mais ça reste quand même les données de l'entreprise ou du cabinet. En fait, l'éthique serait d'utiliser l'IA d'une façon à ce qu'on la prenne uniquement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une assistante, pas plus que ça, pas une remplaçante. Donc le but, c'est pas de se dire que l'IA va nous remplacer, ce qui est loin d'être le cas, au moment où vous découvrez cet épisode, en sachant que ça va très, très vite dans l'IA, cela ne reste qu'une assistante. Hem Et aussi, c'est de faire attention aux données qu'on va partager. Donc, alors il y a quand même un petit lien, avec, confidentialité, mais c'est de vraiment se protéger nos données au maximum, utiliser les bons outils et vraiment, avoir les cas d'usage les plus opportuns pour notre activité et pas essayer de vouloir tout faire. Voilà, mais aujourd'hui, les risques liés à l'éthique d'utiliser, l'IA générative en cabinet d'avocat ou en direction juridique sont objectivement très faibles, même si certaines personnes diraient le contraire. Le risque, c'est plutôt la confidentialité. C'est vraiment Alors ça, justement, voilà. est-ce que tu peux nous parler de ce sujet de confidentialité des données dans les outils, IA et surtout de nous indiquer un peu les enjeux, en fait? D'accord. Alors ça, il est important de savoir que, c'est des choses qui évoluent régulièrement. Donc, tout ce que vous entendez là peut avoir changé entre-temps, peut changer avant, après. Ça se met à jour régulièrement. Donc là, je parle de ce que je connais aujourd'hui. Si on prend ChatGPT, donc qui est l'outil le plus connu, donc je parle de chaque IA, alors pas à 50, hein, mais parce que chaque outil a son usage en fait et donné. Donc ChatGPT, il y a 4 versions, pas 5. Pour les personnes, et c'est la grande majorité qui utilisent la version gratuite ou plus, donc la version à 20 $ par mois, par défaut, bah, les données tout ce que vous mettez dans les chats et vos assistants sont utilisés pour entraîner les modèles. Voilà, point final. Donc, ça part chez OpenAI, ça entraîne les modèles pour qu'ils s'améliorent. Alors, il n'y a pas que vous qui faites ça, hein, tous les gens qui l'utilisent subissent, entre guillemets, le même sort. Mais il faut le savoir. Donc,
ça ne va pas ressortir sur internet, c'est quand même important de savoir ça. Le risque est infime, il faudrait que ChatGPT voit les données 50 000 fois, heu, mais sachez-le, il y a une option pour désactiver ce que OpenAI, donc qui est l'entreprise derrière ChatGPT, pour, donc ce qu'elle appelle améliorer le modèle pour tous. On peut désactiver ça, mais c'est pas une confiance extrême parce qu'il y a la version Team, donc qui est la troisième version d'OpenAI, où là, les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles par défaut. Voilà, point final. Donc, si vous utilisez ChatGPT, c'est au minimum la version Team ou Enterprise, c'est pour les très grands groupes, ou, bon là je passe que c'est trop technique, construire des assistants, mais pas dans ChatGPT via l'API d'OpenAI. Et là, Mmh. c'est trop complexe. Après, vous avez Claude, qui est le principal concurrent de ChatGPT. Donc, c'est Claude comme le prénom, Oui. qui est développé par la startup Anthropic, donc qui est américaine, où c'est des dissidents en fait d'OpenAI qui l'ont créé. Et eux sont partis sur le côté éthique. Et pour le coup, là, l'éthique est importante parce qu'elle est plutôt chez les développeurs des IA que les utilisateurs. Eux n'ont pas voulu faire comme OpenAI, donc toutes les données que vous partagez dans Claude ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de Claude. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, la gratuite, la payante, voilà. Donc ça, c'est quand même un progrès et c'est une IA très performante. Pour Gemini de Google et Mistral, le français, c'est plus ou moins comme OpenAI, c'est beaucoup moins clair, mais c'est plus ou moins comme OpenAI. Donc, vous voyez, c'est au cas par cas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est simple. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, la première, vous utilisez des outils grand public. Le mieux, c'est de prendre les versions protectrices des données. Comme ça, vous pouvez normalement partager toutes les données sans forcément avoir besoin d'anonymiser quoi que ce soit, mais là, il faut faire confiance aux conditions générales des outils en question. Et moi, j'ai déjà eu des avocats en formation qui m'ont dit oui, mais c'est pas parce que OpenAI dit ça que c'est vrai. Enfin voilà. Donc là, après, c'est on croit ou pas. C'est je peux pas. Moi, j'aurais tendance à dire que si OpenAI met ça dans les CGV et CGU et qu'ils font des versions plus chères justement pour ça, je vois pas l'intérêt qu'ils mentent, ça pourrait leur retomber dessus. Mais c'est une start-up et en effet, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ou, deuxième chose, bah, vous utilisez les mêmes outils avec un degré de protection supérieur, donc en anonymisant tout en amont. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui le font très, très bien et assez vite, mais ça peut être complexe et au final, vous pourriez perdre beaucoup de temps à, remettre en fait les véritables noms de personnes, d'entreprises, solutions, produits et cetera. Donc à voir si c'est intéressant pour vous. Pour certains cas d'usage, oui, d'autres non. Et enfin, j'avais oublié, mais il y a la troisième, enfin oublié non, parce que c'est très technique, donc je ne voulais pas rentrer là, mais je pense que c'est important. Il y a la troisième version, c'est là, c'est de construire vraiment des assistants, mais en local, où là, c'est un circuit fermé, mais ça demande des compétences techniques assez importantes, ou alors faire appel à un prestataire externe qui vous le fait à votre place. C'est beaucoup plus cher, c'est plus complexe, mais ça reste aujourd'hui la solution ultime pour pouvoir utiliser tranquillement les outils d'IA tout en partageant ce qu'on souhaite. Cependant, la première solution que je donne avec les versions protectrices des outils grand public, juridiquement en tout cas, elle fonctionne. Après, c'est à vous de voir si vous croyez ou pas les développeurs et entreprises en question. Oui. Mm. Et quelle est ton opinion sur la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle? Quelles sont, d'après toi, les bonnes choses et celles qui sont un peu critiquables, on va dire? Alors, bon, je vais essayer de rester Je sais que tu as un avis assez tranché là-dessus. voilà, donc je vais essayer de rester objectif parce que, Ouais. voilà, le but, c'est pas juste entre guillemets, «je bâche» le règlement. Donc je vais donner les choses bonnes pour commencer parce que tout n'est pas à jeter. Je pense qu'il est important, en effet, de se différencier, de ce qu'on pourrait appeler vulgairement les IA à la chinoise. Donc c'est les fameuses IA interdites. Donc ça peut être c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête parce que c'est
seul dont je me souviens parfaitement, c'est en gros les IA qui vont détecter un comportement chez une personne en fonction de ses caractéristiques génétiques. Donc, une IA pourrait déterminer si cette personne-là, en fonction de ses caractéristiques, pourrait devenir délinquante ou non. Moi, je suis en total accord pour interdire ça en Europe. J'ai pas de problème à ça. Il y a 3 autres IA, types d'IA interdites. Comme j'ai plus les intitulés exacts, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'il y a le système de crédit social comme en Chine également. Et les 2 autres, c'est des choses un peu similaires, vous voyez, c'est où ça met vraiment en jeu les droits et libertés des personnes. Et donc, pour moi, il y a pas de problème à ça. C'est aussi pas trop mal de classer les IA en fonction du risque. Donc en dessous des IA interdites, il y a les IA à haut risque, à très haut risque, et cetera. Donc ça, c'est pas trop mal. Cependant, je trouve qu'on met des obligations assez gigantesques sur les développeurs. Alors, parenthèse, c'est aussi bien de définir les acteurs parce qu'il y a les développeurs, les déployeurs, les fournisseurs, donc ça, c'est pas trop mal aussi. Mais c'est quand même important que, on sache que développer une IA, c'est pas quelque chose de simple, loin de là. Que c'est risqué pour l'entreprise qui le fait, parce que ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas certain que ça marche. Et qu'on leur met des obligations gigantesques, comme par exemple, alors c'est pas dit comme ça, mais quand on le sous-entend, c'est ça, je sais plus quel article, je crois que c'est le 5 sur les obligations où parmi les obligations, il est indiqué qu'il faut tout faire pour qu'une IA, n'ait plus de biais. Donc les biais algorithmiques, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça va être, des 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 choses qu'une IA va sortir en fonction des données d'apprentissage qu'elle a eues, en partie. Donc si dans ces données d'apprentissage, il y a des stéréotypes et bah, ces stéréotypes vont ressortir. Il faut savoir que ils peuvent en tout cas. Il faut savoir aussi que c'est les développeurs qui peuvent accentuer ou atténuer ces stéréotypes et ces biais lors de la construction. L'exemple le plus connu, alors ça date du printemps 2023, c'est quand Gemini de Google avait sorti son IA générative d'images, que une personne avait demandé des soldats allemands de 1943, qu'elle a sorti 4 images, une qui ressemblait très bien à un Allemand, et les 2 autres, les 3 autres, il y avait 2 femmes, dont une d'origine asiatique et un homme noir. Parce que les développeurs ont demandé à l'IA de représenter tout le monde. Sauf que ça donnait ce genre de choses assez infâmes où un homme noir était devenu un soldat nazi. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Sauf que l'IA a toujours des biais, en fait. Une IA qui fonctionne bien, qui est créative, on est obligé à un moment ou à un autre de savoir que ces biais peuvent arriver. Et donc, si on contraint les développeurs à supprimer tous ces biais, sous peine de sanction, soit ils peuvent pas construire un outil, parce qu'ils ont trop peur d'avoir une sanction, soit ils construisent l'outil et la Cour européenne estime qu'ils n'ont pas respecté le règlement européen, et donc on vient au même, ils seront sanctionnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va empêcher de manière assez importante, parce qu'il y a d'autres obligations, il n'y a pas que ça, bah, on va empêcher les acteurs européens d'exercer tranquillement leur activité. C'est normal qu'ils aient des obligations, mais est-ce qu'on est obligé de mettre des obligations aussi strictes? Je ne pense pas. Surtout que, mis à part le pauvre Mistral qui est seul, et encore, combien de temps ils vont rester en France, c'est autre chose. Ils ont déjà un bureau en Californie, hein, voilà. Hem, beh, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs européens. Donc, moi, je pense sincèrement qu'un règlement aussi strict va empêcher tout simplement les acteurs européens de se développer tranquillement, et en sachant que l'IA est déjà surdominée par les Américains, que internet est très dominé par les Américains, c'est pas les actes qui va arranger les choses. Voilà, donc je sais qu'il peut y avoir des annexes, alors c'est plus le terme en droit européen, mais en gros, comme un décret, en fait, où on va pouvoir préciser certaines choses. Hem
En tout cas, pour moi, je pense que c'est dangereux de mettre autant d'obligations aussi strictes sur les développeurs, enfin les fournisseurs et les innovateurs, tout en sachant qu'on n'a pas d'acteurs en fait, importants. Si on avait 3 acteurs importants, pourquoi pas, mais il y en a Ouais. pas En et pour fait, moi ouais, oui, quand tu dis qu'il y a pas d'acteur important, alors effectivement, tu l'as dit, il y a Mistral, on peut en parler peut-être, en tout cas en France, mais justement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les acteurs importants, qui sont essentiellement américains, mais pour faire un petit panorama de la situation? alors c'est Aujourd'hui, parce que ça oui, change. voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça évolue énormément, donc là Oui. aussi, tenez-vous au courant. Donc tu dis essentiellement, tu es très gentil parce que c'est quasiment, 100. Bah, pour les IA génératives de texte, les plus connus sont, OpenAI bien sûr avec son ChatGPT. On a Claude, développé par Anthropic. On a, Copilot, donc qui est l'IA générative intégrée à la suite Office, donc qui est américaine, tout en sachant que OpenAI et Microsoft ont des liens très importants. Mmh. On a Gemini de Google, qui est à la fois une IA, qu'on peut utiliser comme ChatGPT ou Claude et aussi une IA pour le modèle Advance qui est intégré à la suite Google, donc qui est là est un concurrent direct de Copilot. On a dans de l'open source, donc des modèles où on connaît le code et tout, ben, là, on a Llama, donc qui est le modèle de Meta Facebook, donc américain. Il y a Euh, Perplexity aussi, je crois, qui alors est, voilà, Perplexity, alors c'est un moteur de recherche plutôt alimenté par IA, mais ça s'utilise de la même façon qu'un chat. C'est américain. Alors Mistral est français, citons-le. oui, Voilà, voilà, voilà. on va le citer plusieurs Mais fois. les autres, là, il n'y en a pas qui me vient en tête. Pour les images, on a Midjourney qui est américain, DALL-E 3 qui Leonardo? est, Pardon. ouais, oui, Leonardo, mais qui a été racheté par, je ne sais plus lequel, mais qui, enfin, ils ont fusionné, donc je crois qu'ils ont disparu ou alors ils ont conservé le nom, mais je sais qu'ils ont été rachetés par un autre acteur. Et eux, alors eux, pour le coup, je ne sais pas d'où ils viennent, mais il suffit d'aller voir les mentions légales et on trouve très très vite. Il y a Flux, mais Flux, je crois, ah non, non, Flux a été racheté aussi par un autre. Vous voyez, ça va très très vite, Ouais. donc ça c'est complexe. Et Ideogram, Ideogram est aussi américain. Et après, il y a tous les autres outils qui font tout le reste. Il y en a plein en fait. Il y a HeyGen qui crée des avatars, des clones, qui fait de la traduction automatique et tout, qui est américain. Synthesia qui fait la même chose, qui est américain. Runway qui fait des images, enfin, des vidéos cinématographiques. Je pense que c'est américain. Et il y en a un que je voulais. Ah oui, il y a quand même Submagic qui est français et qui est une excellente boîte qui fait des sous-titres, qui est très fort vraiment pour les sous-titres de vidéos très courtes à très longues. Alors, ils sont assez spécialisés sur les shorts, mais si vous êtes avocat ou juriste et que vous voulez faire des vidéos longues, donc jusqu'à 30 minutes, vous payez assez cher parce que c'est un très bon outil. Mais je crois que pour 40 à 50 dollars par mois, parce qu'ils sont français certes, mais ils ont tout mis en anglais pour les Américains parce qu'ils se sont très bien développés là-bas, vous pouvez avoir un super outil qui vous fait des sous-titres automatiques en français et dans plein d'autres langues, une soixantaine dans mes souvenirs, de vidéos qui vont jusqu'à 30 minutes. Donc, c'est D'accord. français aussi, donc c'est pour ça que je les cite. Voilà. Tu as bien raison. Ils sont pas beaucoup. Alors c'est vrai que, les outils, tu l'as dit, plusieurs fois, évoluent, très, très vite. Est-ce que toi tu vois un intérêt, sans parler de la numérotation de ChatGPT 3, 5, 4, enfin peu importe parce que ça change effectivement très, très vite, donc c'est pas la peine de parler de ces des numéros. Mais est-ce que toi tu vois un intérêt pour un usage, assez courant ou même professionnel, d'avoir l'outil payant versus celui qui est gratuit? C'est quoi l'intérêt en fait de vraiment de se mettre sur l'outil qui est payant à 20 $ par mois? Alors, l'intérêt est gigantesque parce qu'en fait, peu importe l'outil que vous avez, à part Perplexity où au moment où on tourne, ce podcast, la version gratuite suffit dans la quasi-totalité des cas d'usage. L'outil gratuit va être trop limité dans ses usages. Donc si je donne un exemple, enfin 2 exemples, dans Claude, donc qui est plus éthique, en tout cas au niveau de la
confidentialité, c'est pour ça que c'est lui que je cite en premier. La version gratuite, vous allez être très limité très vite. Voilà, ça on va vous demander, de passer à la payante, vous allez être rétrogradé dans le modèle précédent, donc moins performant et donc au final, vous allez avoir un résultat, mais qui sera moins bon. Dans ChatGPT, pour le Et coup, c'est moi le nombre de résultats qu'on a ou c'est vraiment le contenu qui est moins bon? alors Enfin, tu ça, vois? ça Ou est-ce dé que c'est le nombre aussi de prompts qu'on et peut ben, faire ou c'est c'est ou bah, c'est les 2? très bonne question. Ça dépend, en fait, de quel outil. Dans Claude, en fait, il y a pas de limite et dans ce ChatGPT aussi, au passage, il y a pas de limite dans le nombre de prompts que tu peux faire, mais tu as une limite dans le nombre de prompts et de messages, en gros, c'est comme ça qu'on dit, de messages que tu peux échanger avec avec le modèle le plus performant, en fait. Ah Donc alors d'accord. là, ça change en permanence, donc je ne cite aucun chiffre, mais parfois, dès 5 minutes, on te demande de rétrograder à l'usage au modèle précédent et de revenir utiliser le modèle, supérieur dans 3, 4, 5 heures. Oui, oui. Aussi, Mmh. au moment où on tourne, il y a, à ma connaissance, aucune IA grand public est performante, parce que les grands publics sont les plus performantes aujourd'hui, qui te permet de construire un assistant performant de manière simple, gratuitement. Les gens les plus débrouillards, chez les avocats et juristes, et il y en a, peuvent aller sur Hugging Face, donc qui est français à l'origine, malgré le nom, qui est un agrégateur de modèles open source, donc à coût gratuit ou quasi rien. On peut construire un assistant sur Hugging Chat, mais sincèrement, c'est très compliqué. On ne peut pas partager des documents, enfin voilà, c'est complexe. Et dans aucune IA grand public, on peut construire ces assistants-là sans qu'on paye, en fait. Voilà, donc c'est obligatoire. Et vraiment, pour les usages les plus performants, il faut sortir la carte bleue, sinon ça ne marche pas. Mmh. Alors après, si vous êtes 20 collaborateurs, ça ne veut pas dire qu'il faut 20 comptes. Il faut vraiment parfois sélectionner les personnes qui sont vraiment les plus intéressées, pour leur travail, faire des tests avec ces personnes-là, petit à petit étendre, voir si c'est intéressant. Mais il est certain qu'à terme, si on applique vraiment les méthodes les plus importantes, enfin les plus adéquates, c'est mieux, pour intégrer l'IA générative, le rapport coût-bénéfice est largement à l'avantage du second. Mais oui, ne pensez pas qu'avec les versions gratuites, vous allez avoir, des résultats sans même parler, j'ai même pas pensé, de la confidentialité. Ou par exemple dans ChatGPT, il vous faut la version Team, sinon, vous avez un problème avec, les versions gratuites et même la version plus à 20 $. Ouais, d'accord. Mmh. Et comment toi tu vois l'IA générative qui influence, parce que je sais que tu fais beaucoup de formations, Mmh. comment ça influence la formation et l'éducation justement des juristes et des futurs juristes? Bah, pour moi, ça on ne peut pas, envisager, alors c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il faut on ne peut pas envisager une carrière en tant qu'avocat ou juriste sans maîtriser un minimum un outil comme ça. C'est comme quand, les emails sont arri enfin internet est arrivé et tous les usages, bon, moi j'étais pas encore en poste j'étais un peu trop jeune, donc on va dire fin des années 90. Heu, c'est comme si une personne, elle vous disait: «Moi je ne veux pas utiliser les mails, mais courrier à la main, c'est très bien». Mmh. Est-ce que tu imagines, aucune Il y en a personne eu à au main départ de le mais des oui, au départ des oui. ordinateurs, il y avait des gens qui voulaient pas faire Qui ne voulaient l'ordinateur. même pas utiliser voilà, mais c'est la même Oui, chose, en fait. En fait, il bah faut se oui. dire que c'est la même chose, que les métiers juridiques sont entre guillemets «soumis au même sort», c'est les mêmes problématiques et ça va de c'est obligatoire en fait et surtout dans les métiers juridiques où il y a quand même beaucoup de rédaction, de recherche et pardon, il faut le dire, mais des tâches qui se répètent, des outils comme ça vont devenir indispensables et surtout encore une fois, les gens pensent que enfin, certaines personnes disent: «Oui, je veux pas que l'IA me remplace». Mais c'est pas l'IA qui te remplace, c'est la personne qui l'utilise. C'est pas la même chose. C'est même pire. Une IA ne te remplacera jamais. Elle te remplacera jamais. Une personne qui l'utilise, oui. Donc il faut savoir et d'ailleurs je pense qu'on
on devrait enseigner ça, alors, peut-être pas à la fac, peut-être un peu avant quand même, faire des cours d'informatique, faire des cours de base à utiliser un outil comme l'IA parce que ça va être une compétence de base dans le marché du travail futur, juriste ou non, avocat ou non, et que c'est très important, en fait. Et donc, les futurs juristes et avocats, ce qu'ils doivent faire ce qu'ils faisaient avant que la révolution numérique, elle arrive, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui font ces métiers-là, que les demandes soient supérieures, et cetera, c'est vraiment interpréter le droit par rapport aux faits. C'est ça vraiment que servent les avocats et juristes. C'est conseiller, apporter la meilleure réponse possible entre le factuel et le droit, et c'est vraiment garder cette capacité, conserver cette capacité d'interprétation et s'aider de l'IA pour faire les tâches qui viennent avant et après. On peut même, si les personnes ont envie, créer un assistant pour aider à ça, mais pour moi, c'est plus pertinent de s'aider de petits assistants pour l'avant-interprétation et l'après, en fait. Mais pour moi, ça va vraiment devenir indispensable et que les juristes et avocats qui ne l'utiliseront pas, qu'ils le veuillent ou non, que ces personnes le veuillent ou non, elles auront beaucoup de mal à s'insérer parce que objectivement, elles travailleront moins vite, elles seront moins efficaces, en fait. Donc, pour moi, c'est indispensable Mmh. aujourd'hui de maîtriser à minima, je ne dis pas comme moi, hein, mais à minima, les outils comme ChatGPT et les IA génératives. Oui et comprendre comment ça fonctionne quand même, C'est comme ça, exactement. alors, je sais que c'est la dernière question, elle est un peu vaste et tu lis pas dans les boules de cristal, mais comment est-ce que tu vois, l'avenir de l'IA dans le domaine juridique dans les je sais pas, si on se projette vraiment loin, 5, 10 ans, comment est-ce que tu vois ça? Alors oui, je ne suis pas devin, donc c'est très difficile. Je vais te donner une réponse et tu comprendras. En fait, le cas d'usage le plus complexe aujourd'hui pour une IA, peu importe laquelle, c'est tout ce qui est jurisprudence. Alors, on va pas faire, un cours pourquoi et cetera, mais en gros, si tu demandes une jurisprudence dans ChatGPT, même si ça s'améliore, ça reste des inventions, des hallucinations, dans la majorité des cas et cetera. Il faut passer par les IA génératives qui, ont accès à la base de données jurisprudentielles qui évolue sans cesse, chaque jour ou presque, pour avoir les réponses adéquates, donc pas d'invention et surtout qui répondent exactement à la question. Si un jour tu as un assistant IA sans passer par on va pas tous les citer, mais Dalloz, Lexis ou Doctrine, et cetera, sans passer par des outils comme ça et que tu peux créer toi-même ton assistant avec une base de données aussi complexe que la base de jurisprudence, on pourra tout faire dans les milieux juridiques avec une IA. Tout, sans exception. Ouais, même l'interprétation. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution, on ne la connaît pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a un recul de 2 ans et demi maintenant. Donc depuis que ChatGPT est sorti, même s'il y a date depuis bien plus longtemps, mais pour le grand public, c'est vraiment ChatGPT qui a changé les choses. Ça va très vite. Les assistants sont de plus en plus performants. S'il n'y a pas de plateau, si on continue à ce rythme-là, à ces évolutions-là, dans 10 ans, donc en 2035, on aura cet assistant pour la jurisprudence et on aura tous les cas d'usage qu'on pensait impossibles que pouvait réaliser une IA pourra le faire sans hallucination, sans erreur. Et donc là, on pourra peut-être rediscuter quel apport humain on pourra conserver entre un avocat et son client, par exemple. Mais tout ça, c'est de la science-fiction. Je ne peux pas savoir si ça arrivera. C'est juste que si le rythme continue comme ça, en sachant ce qui s'est passé en 2 ans et demi, c'est énorme. Dans 10 ans, c'est 4 fois, c'est 4 fois plus long. Alors imaginons, c'est quand Ouais, même ça ouais, peut être très, ouais. très dingue. Il peut se passer Déjà encore, ouais. voilà, c'est ça et déjà dans 5 ans, il faut, comme j'ai dit précédemment, il faut à minimum maîtriser ces outils-là. Alors je dis, je vends pas, voilà, formez-vous et cetera, que ce soit moi ou une autre personne ou vous-même, on peut se former seul, hein, mais il faut pratiquer et voilà, se former seul, on peut le faire, mais il faut y mettre du sien chaque jour. Et Formez-vous. du temps, ouais. Voilà et du temps. Vraiment Mmh. formez-vous, c'est le conseil numéro 1 que je donne, c'est ne passez pas à côté.
parce que non seulement ça vous aide, et vous comprendrez que ça vous aide énormément, pour plein d'usages, même en perso, mais surtout, vous n'aurez pas le choix. Mmh. C'est comme les mails. Les mails aujourd'hui, vous dites pas: «J'aime pas les mails, gna gna gna». Vous y allez et vous Ouais. allez sur un outil, Outlook, parce que la quasi-totalité des boîtes utilisent ça. Non seulement vous utilisez les mails, mais un seul outil, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'outils pour envoyer des mails. Mmh. Donc que vous le vouliez ou non, ça s'imposera à vous. Donc prenez-le du bon côté et ne le prenez pas du côté, «J'en ai peur, ça me remplace, j'en ai pas envie» et cetera. Donc ça va évoluer. Dans quelle proportion? J'en sais rien, mais à l'allure où ça va, ça risque d'évoluer très, très vite. Alors, ben, merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces explications. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Si tu devais, donner un message à retenir, ce serait lequel? Ah bah, c'est ce que je viens de dire, Ouais, formez-vous. c'est ce que tu c'est Voilà, vraiment la formez-vous, formation, ne passez pas à côté, c'est ça? c'est ça, formez-vous, apprenez à les utiliser, soyez au courant des nouveautés, Et ceux qui ont heu, peur alors, tu leur dis quoi, ceux qui ont peur? Peur de se former, hein, je veux dire, pas peur de l'IA, mais qui se disent: «Ah non, mais c'est pas pour moi, je vais pas comprendre, ça prend trop de temps». Comment est-ce qu'on prend le truc en main, quoi? alors si on s'adresse qu'aux avocats et juristes, ces personnes sont dans l'erreur parce qu'elles vont tout à fait comprendre, c'est du raisonnement juridique, en fait. C'est si vous me dites alors j'ai rien contre ces personnes, hein, j'en ai formé, mais un commercial, par exemple, utiliser un outil pour écrire, c'est pas facile et attention, les consignes à l'oral, il y en a de plus en plus, donc les IA du futur, on leur parlera, en fait. Donc l'écrit, petit à petit, va aussi j'aurais dû dire ça, juste avant, mais on va de plus en plus avoir des commandes à l'oral que les écrire. Donc form il ne faut pas avoir peur de se former parce que vous n'allez pas comprendre, parce que pour vous, juriste, c'est pas compliqué. Il faut avoir un esprit positif. Si vous Et avez un ouvert. Ouais, c'est C'est ça, ça faut et être un peu, ouvert. Si vous avez un esprit fermé, ça peut pas fonctionner. Il faut mmh. partir avec un a priori où vous allez vous dire: «OK, je vais voir, je vais l'utiliser pour un ou 2 cas d'usage qui pourraient être intéressants pour moi. Tous les jours, j'en fais 10-15 minutes et comme ça, au bout d'un mois, 10-15 minutes par jour, bah, ça fait, 5-6 heures. Je suis 1 heure matin, 5-6 heures ou plus, ça fait déjà beaucoup. Donc Ouais, ouais. Oui, voilà, donc y aller, pas à pas, quoi, voilà, pas à pas, c'est pas la petit à peine de petit. faire, 12 heures de formation d'un coup, Non, on peut déjà commencer petit c'est et ça. c'est ça aussi. C'est D'accord. ça. Oui, C'est c'est un vrai que bon message. bah, oui Mmh. et je remarque les différences en formation entre les personnes qui l'ont jamais utilisé, mais qui avaient même pas un compte et les personnes qui l'ont déjà utilisé, de temps en temps, mais qui voulaient perfectionner. C'est sûr qu'avec les secondes, bah, c'est plus simple parce qu'elles ont déjà une approche donc heu, utiliser en fait, même pour du perso, parce qu'au final la façon de prompter se ressemble. Pour du pro et du perso, si on veut vraiment les résultats les plus intéressants, donc il faut contextualiser et cetera. Donc même pour demander un menu, voilà, testez en fait. Mmh. C'est vraiment le message, formez-vous et faites des tests. Bon, bah, écoute, c'est un super message de fin. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces explications. D'ici bon, tu reviens à la fin de l'année, pour nous faire un petit un autre d'ici là, ça aura beaucoup Bah, changé écoute, encore donc ça évolue tellement vite que, tu vois, même moi, je pensais que ça allait pas évoluer si vite en 2024 et je pensais qu'on serait sur un plateau. Alors c'est sûr, ça n'a pas évolué autant qu'en 2022 et 2023, mais ça a quand même beaucoup ouais, évolué, hein. Donc, ouais, ouais. voilà, on pourra ouais, peut-être faire un bilan. Bah, écoute, tu reviens quand tu veux, en tout cas, sur le podcast et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt. À bientôt Delphine. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça aide grandement à faire découvrir Tout droit tout simple au plus grand nombre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur ma page Delphine Bordier et sur celle de Tout droit tout simple. On se retrouve très bientôt. D'ici là, restez inspirés.